C'est bon, vas-y. Merci. « 2 décembre 1993, Hobart, Tasmanie. Dernière escale avant l'Antarctique. T'as déjà essayé les pantalons? Non, non, il a essayé une... Non, mais tu avais demandé le prix avant. Depuis une semaine, toute l'équipe s'affaire aux derniers préparatifs avant le grand départ. Les fermetures éclairs ont été faites pour que tu puisses les mettre en place avec des grosses moufles. Donc si vous n'avez pas froid dans une demi-heure, c'est que le matériel est bon. Jour après jour, le ventre du navire se remplit des 50 tonnes que nous devons emporter pour les 3 mois d'expédition. Tout se met en place avec une précision surprenante. C'est l'aboutissement de 2 années d'une préparation acharnée. Encore un peu doucement. Stop, stop. 11 décembre, départ. Il y a longtemps que j'attendais ce jour. Notre objectif maintenant, c'est d'atteindre l'Erebus, le volcan des glaces. Cap vers le pôle Sud. C'est ici que ça a déchiré. Voilà. C'est pour ça que je me demande si de temps en temps, si on reprenait ça, un brelage sur le mât, Ouais. ça soulagerait le coulisseau là-haut. Ouais. Si tu mets du cicat, tu le mets là, et après tu le remets ici aussi, c'est bon. On va être plein alors. Non, Ouais, mais faut se démerder. À la Du point de sortie vue de du port, la sécurité, grand voile c'est s'est mieux de déchirée pas dans faire une encore rafale de de vent. couper dans le sens de la C'est un coup longueur, dur et deux qui met feuilles. Yann, le capitaine, au parfum de ce qui nous attend. 4000 km d'un océan difficile entre l'Australie et l'Antarctique. Voilà. Ça, c'est les CP qui vont coller là où le cicat déborde. C'est bon, c'est bon. C'est pas grave. Je suis conscient que cette expédition jusqu'au bout de l'Erebus est une cathédrale complexe. Il y a les hommes, scientifiques, marins, montagnards, 17 personnes, tous des caractères qui vont devoir cohabiter dans les pires des conditions. La haute mer, la banquise, un volcan en activité, l'isolement, le froid de l'Antarctique, et personne de l'équipe n'a cette polyvalence. « 17 personnes sur un bateau de 36 mètres, ça fait du monde. Mais s'il y a une chose sur laquelle je peux compter, c'est bien l'aptitude d'Antarctica à affronter en toute sécurité ces régions.
À bord, la mer impose son rythme. Il n'y a pas la rigidité de la terre sur laquelle on s'appuie pour imposer sa force. Ici, le plancher se débine, change les équilibres. La mer peut déstabiliser même les plus costauds. Elle est révélatrice de la nature humaine profonde. Samedi 18 décembre. Je suis content de la vie à bord, des liens qui se créent entre les gens. Cette approche par la mer donne à tous du temps et des opportunités pour s'exprimer, pour aller l'un vers l'autre. Nous, pour Noël, on a des langoustes. Hélène est la seule femme de l'expédition. Depuis 5 ans qu'elle est à bord, elle est peu à peu devenue l'âme du bateau. Sa présence impose un certain savoir-vivre dans cet univers de mer. Ça fait une espèce de bouillie qu'on pourrait utiliser. C'est ce qu'on fait avec le krill. Fanfan et Yeti, nos 2 volcanologues, passent beaucoup de temps dans leur laboratoire cabine. Et ils se lient moins vite avec le groupe. Les heures passées clouées dans la banette désarment peu à peu même les plus rebelles. Pour vivre bien en communauté, il faut passer par ce désarmement individuel. L'équipage du bateau est tellement rodé qu'ils sont tous naturellement là, très fluides, nous conduisant tout en souplesse vers le but. Cet équipage a une belle âme et je le prends comme une belle récompense. Vous voulez qu'on mange à table? Oh, on peut manger à table si on met les barres anti-bruit. Là, c'est une place très difficile à tenir. Ouais, tu vas voir. On va arriver qu'on se rabote. Là, tu as droit à 2 portions. Là, la tienne et celle du voisin. Tenez-vous. Nous avons quitté Hobart il y a une semaine avec un groupe d'individus. Nous commençons maintenant à faire une belle équipe. Maintenant, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux parce qu'on risque d'avoir des gros là. Des gros là? Des gros là. Et on peut le confondre avec une vague qui déferle. Donc maintenant, il faut avec un mouton. Avec un mouton. Avec un mouton. Dimanche 19 décembre, tout le monde participe à la marche du bateau. J'aime bien les complicités qui s'installent entre les gens. François, le coureur d'océan, et Michel, le guide de montagne, 6 mois qu'on prépare vivent le les bateau. éléments de la même façon. 6 mois que Jean-Louis nous a confié la tâche de faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité sur le bateau, que ça pète pas dans tous les sens. C'était un long travail, mais là, finalement, nous, ça y est, on ne peut plus tellement intervenir, tu vois, on peut juste réparer les petites choses qui casseront, les petites bêtises qu'on fera. Pour toi, l'avenir, l'aventure, elle est à venir, quoi, non? Ouais, donc je pense pas qu'il faut se prendre la tête maintenant, quoi. Parce qu'on a beaucoup de choses à voir dès l'instant où on va aborder, quoi. Beaucoup de choses sont tout à fait nouvelles pour tout le monde. Tu sais qu'il y a Jean-Louis derrière, toujours. C'est lui qui... Il donne le tempo, ouais. Et il temporise le temps. Au fur et à mesure de notre descente vers le sud, les nuits deviennent de plus en plus courtes. Dans quelques jours, ce sera l'été. Pour nous, il n'y aura plus de nuit. C'est ton tour. Le diac, il y en a plein là. Ouais, il faut regarder la date dessus. 3 11 revenez. 92.
Lundi 20 décembre, toujours pas de glace. Elles sont pourtant bien quelque part, peut-être bloquées à l'entonnaille de Ross. Ross devait être un sacré marin pour se lancer ici il y a 150 ans, à la recherche du pôle Sud. Il ne savait pas que le pôle est inaccessible par la mer. Mais au bout du chemin, il a trouvé un volcan qu'il a baptisé du nom de son bateau, Erebus. Ross, premier iceberg, 63-20. Le 27, on est le 21. Ross a passé le cercle le 1er janvier et il a trouvé la glace juste après. Alors, on a vu, c'est des conditions... Bon, on est un peu en avance. On a une semaine d'avance, mais c'est pas plus mal de... Enfin, normalement, là où on est, on aurait déjà dû rencontrer des growlers. Hein. Tu as vu la... On est vraiment très sud, il n'y a rien. Hein. Enfin là, ça devrait plus tarder maintenant. 58-14, 58-22. 59. Il y a Joe qui a carrément joué le cercle polaire. Hein. On a dit peu importe la taille du glaçon. Hein. Excepté ceux qu'on met dans les verres quand même. Excepté les petits carrés qu'on voit. Excepté ce qu'on fait nous-mêmes. Mais il n'y a pas de notion de growler savante, de growler, iceberg. Non, toute glace est bonne. Ah bah, c'est sûr que tu vas le voir au radar avant de le voir à l'œil nu. Hein. Tu as déjà perdu là alors. Pourquoi ? Au radar, tu vas voir qu'un gros truc. Et avant les gros, il y a toujours des petits qui arrivent. Et ça, les growlers, on ne les voit pas au radar. C'est plus les oreilles qui vont nous servir à les trouver que les yeux, je crois. Surtout la nuit. Tous ceux qui perdent filent 100 balles. 100 balles hein. Ou alors on dit c'est 10 francs la seconde. Le fameux quelqu'un qui perd, il sort un poème. 5 lignes. Hein. Oui, c'est même 10. Même 10. D'accord. Comment ? Moi je mets 100 balles. Il achète un poème. La température a chuté. La banquise n'est sûrement pas loin. Les choses sérieuses vont commencer. Vous vous rendez compte, c'est Michel qui doit faire tout le poème, c'est ça, non? Comment ça se passe là? Mercredi 22 décembre, premier iceberg. Après 11 jours de mer, nous sommes presque au cercle polaire. Nous entrons maintenant dans le royaume des glaces. Je sais maintenant que le compte à rebours est commencé, car l'été est court en Antarctique. Nous n'avons que 2 mois pour atteindre l'Erebus et revenir. En mars, la banquise va brutalement devenir compacte, infranchissable, et il ne faut pas se faire piéger par l'hiver. La navigation dans la banquise peut devenir dangereuse. Jusqu'où est-il raisonnable d'engager le bateau dans ce dédale de glace? Faut-il forcer la route ou attendre que des ouvertures se créent?
Jeudi 23 décembre. Nous nous faisons de plus en plus enfermer dans un pack qui s'épaissit très vite. Une forte houle agite le bateau dans la glace. Les chocs sont parfois si violents que tout le bateau vibre et chaque assaut me réveille, me fait souffrir, me fatigue. Il nous regarde là maintenant. C'est bien pour toi. Je vais aller rechercher du krill. Ça vaut le coup de près, c'est vraiment bien. Est-ce que tu crois que ça a de l'odorat, un pingouin, un manchot? Tu leur filer le pain avec. Mais non! Il est en confiance. J'aurais pas perdu. Noël. Nous ne pouvons plus avancer. La banquise est trop serrée. Il faudrait un coup de vent du sud pour chasser la glace vers le large et desserrer les taux. Tu sais comment on dit les légumes? Kudamono. Kudamono. Tu épluches des kudamono. Écrivant, là, Yeti. Yeti, alors, Yeti. Et le volcan, alors le volcan c'est... La montagne de feu. Kazang, alors. Kazang. Un volcanologue c'est Kazangaksha. Bien travaillé. Kudamono. Voilà, il faut aller laver, hein, Hélène. Pas de problème, je lave. C'est des kudamono en japonais. Kudamono. Bon, je vais essayer de bien les préparer alors. Tu nous les fais comment? Là, il y aura des pommes de terre avec du lard et des pruneaux. Puis une petite soupe de légumes. Oh! Comme à la maison. C'est vrai que les affaires. Papillote surprise, c'était très sympa. C'est une spécialité de chez lui, ça. Ce sont des papillotes, ouais. C'est de la papillote anti-gourmandise. De toute façon, je peux pas bien allons-y. Si chacun met sa petite touche en fait dans le sapin. Moi je trouve que c'est un sapin qui devient de plus en plus comestible. La nuit a été calme, inutile de forcer la nature. Silence polaire. Immuable, la banquise traîne en ce début d'été. Ces jours dans la brume sont lents et monotones. Rien ne se passe et le décalage avec le monde se creuse. Même Alain, notre second capitaine, a quitté la salle des machines. Comme Yann, c'est sa première rencontre avec la banquise. Carte satellite là, qui vient d'arriver. C'est super, ça tient. On voit parfaitement la quadrature. C'est la barrière de Ross. Les L'Erebus, c'est là, non? L'Erebus 67 Sud, 167 Est, c'est là, ouais. Tout ça, c'est dégagé, là, ouais. Nous, on est là. Toujours au même endroit depuis qu'on est arrivé. À un peu de choses près, en longitude, on se déplace de 20 à 30 000 vers l'Est ou vers l'Ouest. On patiente. Et on n'est pas si mal placé que ça. 31 décembre 93. Déjà une semaine que nous sommes coincés. Cette attente, dans ces jours qui n'en finissent pas, érode nos certitudes. Il faut laisser courir le temps pour échapper au sentiment de le perdre. Ah oui,
Voilà le travail. Les caméras, hein. Et merci pour tous ces délicieux plats. Plein de bonnes choses. Toi aussi. Plein de bonnes choses. Toi aussi. Bonne année. Sainte Mère de Rose, faites fondre la glace. Sainte Mère de Rose, tous ensemble prions. Sainte Mère de Rose, faites fondre la glace. Sainte Mère de Rose, faites fondre la glace. Faites fondre la glace. Faites fondre la glace. Mettez toute votre chaleur, Sainte Mère de Rose, pour que la glace fonde et nous laisse passer. Écartez, Sainte Mère de Rose, laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Abribus, Abribus, protégez-nous. Abribus, protégez-nous. Abribus, protégez-nous. « 1er janvier 94. Nouvelle année, nouveau départ. Mais jusqu'à quand ? Ah, c'est agréable d'avoir une voix de femme au téléphone. Dès qu'on avance, Yann retrouve la pêche. Yann a un sens marin, une assurance qui est confortable au pour nous. sud-est, 160, le sud est légèrement sur tribord, mais là c'est bon comme cap pour rejoindre l'eau libre. Qu'est-ce que tu vois devant? Juste devant, il y a des grands flots, mais il y a de l'espace entre eux et donc c'est assez craquelé, le bateau doit pouvoir avancer sans problème. Ok, super, on continue comme ça. Ouais, un petit peu à gauche vers le noir, là c'est plus soft. Et là, elle m'a dit il y a plusieurs grandes plaques dans cet axe, tu vois, je suis plein sud-est qui sont libres. Ouais, ah ouais. Il y a bien de l'espace, c'est bon. Droit sur l'iceberg qui est devant. Antarctica n'a jamais connu une glace aussi compacte. C'est étonnant l'aisance avec laquelle il se fraye sa route. Au début, on hésitait, maintenant on n'a plus peur, on rentre dedans. Ce n'est pas un brise-glace, mais il est quand même costaud pour encaisser de pareils chocs. C'est intéressant d'être là-haut aussi, hein. Oui, j'ai pas encore fait un long moment là-haut, moi. Lundi 3 janvier. Quand le bateau avance bien, j'ai le sentiment que rien ne peut nous arrêter, que l'Érébus est là, à portée de main.
Vers minuit, Eric est entré dans ma cabine, l'œil sombre. Tout est bouché. Nous sommes arrivés face à un pack infranchissable. Il n'y a qu'une chose à faire, attendre. Attendre que les mouvements naturels de la banquise ouvrent un passage. Tu veux faire un essai? Ouais. Ça marche. Du mou, Jean-Louis. Non, mais attends. Mardi 4. Je me doutais bien qu'il allait nous sortir une idée insolite de sa musette. Sacré Serge. Il est toujours là quand il faut, prêt à nous faire plaisir. Tu peux y aller. Et tu l'entends chanter, hein? Ah oui. Attends là. Tu vois, il a tendance à partir comme ça, ne tire plus. Laisse-le se remettre horizontal. Calme, Tu me dis? Je vais faire des vues à différentes hauteurs, vas-y. Je le ramène alors. Hein? Mercredi 5 janvier. Une baleine à museau pointu est sortie à côté du bateau. On a le sentiment qu'elle est comme nous, bloquée dans sa migration vers le sud. Cette curiosité, cette confiance qu'elle nous accorde, nous les prenons comme un message de bienvenue. Elle sait peut-être qu'après avoir été tant chassée, les hommes viennent de lui accorder tout l'océan austral comme territoire protégé. Jeudi 6, nouveau profil à la sonde. Dominique est content de travailler sur une mer où les océanographes n'ont pas souvent l'occasion de venir. On peut commencer la descente jusqu'à 3500 mètres. Qui est bien reçu. Lancement de la descente à 3500 mètres, c'est parti. Il veut descendre la sonde le plus profond possible pour prélever un peu de ces eaux froides et denses qui naissent ici et partent recouvrir le plancher de l'océan mondial. Dominique de Yann. Oui, ça compte. Oui, tu as stoppé à quelle profondeur exactement? C'est exactement à 760. Ok, 760, et là tu remplis des bouteilles. La prochaine, 750. On ferme la bouteille numéro 7.
On sait que ces eaux froides des régions polaires jouent un rôle vital dans la régulation de l'atmosphère. Elles ont une forte capacité à absorber le gaz carbonique produit en masse par notre société industrielle. Face aux menaces qui pèsent sur notre environnement, les scientifiques espèrent que l'océan pourra assurer dans le futur la stabilité du climat de notre planète. Mais on ne connaît pas encore ses limites. Nous sommes à l'aube de ces découvertes. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, et d'après les images satellites, ça s'améliore vraiment de plus en plus dans l'ouest. Il y a une suggestion, c'est de sortir, de retraverser ça qui a l'air un peu plus fracturé, et d'aller en mer. C'est plein ouest donc, hein, c'est ça? Petite journée de navigation et il faut rajouter le temps de sortir du pack, peut-être entre 1 et 2 journées. Voilà. C'est une suggestion qui soulève l'enthousiasme général. Hein. Si, elle est non, mais c'est pas mal, ouais, ça nous... C'est la base, un peu des arguments contre... Moi je vote contre. Enfin, des arguments, explique. On s'anime. Disons, moi je dirais que c'est un petit peu dommage vu qu'on est sur place en fait. Maintenant on est déjà dans la région qu'on avait repérée et qui peut-être est libre. Alors, moi, je pense que ce serait peut-être intéressant d'attendre 1 ou 2 jours, d'avoir une image satellite vraiment précise. C'est sûr que le fait de dire « allez, on fait demi-tour sans avoir exploré totalement », ça peut effectivement être perçu comme plein d'incertitudes, d'abandon. Et la seule chose qui me conforte, en fait, c'est ce dont on est sûr, c'est que 175 est et 180, c'est une voie qui, sur 10 ans, toujours dégagée. Il y a 2 choses, tu as compris, il y a la logique et puis il y a la responsabilité de mener à bien le projet, quoi. Et je n'ai plus les éléments pour tenir cette option. Donc on y va, on fait un choix 180, on fait demi-tour. En fait, de toute façon, on ne peut pas faire autre chose là aujourd'hui. Voilà, et on se rapproche du 180, du 175. Oui. La recherche d'un passage est obsédante. Depuis 15 jours, nous sommes piégés dans ce dédale de glace de 600 km de large, pris entre la crainte de se fourvoyer encore dans une impasse et l'espoir d'apercevoir à l'horizon une zone d'eau libre qui nous ferait faire du chemin. Guide des glaces, c'est une lourde responsabilité. Il faut faire un choix d'itinéraire, décider loin, avec une vue très limitée. On est à 1000 tours là, on marche 4 nœuds là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est un coin où au début, on n'a pas envie de venir. Ça a un avantage, c'est que c'est un peu comme si on avait quitté l'expédition, qu'on regarde ce qu'on est en train de faire de loin. Et ça me fait du bien, parce que cet Erebus, ça fait 15 ans que j'y pense, et c'est là, tout près. Et on n'arrive pas à passer. Quand je vois tout le mal qu'on se donne, tout ce qu'il faut faire pour arriver jusque-là et se faire barrer la route tout près, ça me fait des soucis. Et je me dis mais qu'est-ce qui t'a encore pris de vouloir faire une chose pareille? Quand je viens ici, que je vois tout ça là, je
comprends qu'on ait envie d'y revenir. C'est magnifique. Alain, là, excuse-moi. Il faut prendre un tout petit peu sur la vers à gauche, là. Vendredi 7 janvier. Fallait-il venir ici comme les pionniers, à la voile et au moteur? Aujourd'hui, les scientifiques viennent en avion ou en brise-glace. Mais ce n'est pas ainsi que j'ai tissé des liens avec ces régions polaires. J'aime l'approche naturelle des choses, instinctive. Donner leur place au temps et aux éléments. C'est la meilleure façon de les découvrir, de gagner la force d'en parler. Lundi 10 janvier. La mer de Ross nous tient. Une erreur d'interprétation de l'image satellite d'hier nous a amené une fois de plus dans un cul-de-sac. La longue chevauchée sur la voie de l'Érébus est encore arrêtée. Samedi 15 janvier. Ce soir, Yann a essayé de faire bouger le bateau, en vain. Je ne sais plus quoi faire. J'ai par moments le sentiment que nous ne passerons pas. Et les jours qui défilent limitent de plus en plus le temps que nous aurons sur l'Érébus. Il faudrait une grosse tempête qui casserait toute cette glace, ou un miracle. J'ai déjà connu ces moments de doute. L'impression douloureuse d'échec imminent, mais j'y ai toujours cru. Et aujourd'hui encore, je veux croire que la nature a de bons sentiments, qu'elle ne va pas nous lâcher là, si près du but. Ok, je comprends, vous serez là demain matin, à vous? D'accord, parce que Richard J. Matheson, il est 10h de nous maintenant. Donc, vous serez sûrement ici dans peut-être 20 heures, si vous dites 10 heures pour aller sur Matheson et 10 heures pour revenir, à vous? 4 heures du matin, le 17. C'est bon, on va se débrouiller avec ça. Standing by sur le canal 16. Lundi 17 janvier, 2 heures du matin, c'est incroyable. Un bateau rouge puissant comme un taureau sort de la brume. C'est le brise-glace qui, une fois par an, ouvre le passage aux navires qui ravitaillent les bases scientifiques. La Providence l'a mis sur notre route, il faut absolument leur emboîter le pas. Hey, tu veux pas t'approcher qu'on leur cause un peu? On suit à cette vitesse-là, là, à 7,5. Hein. J'ai la assistance réglementaire. Ah, c'est joli là, les trois. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse, hein? Génial. Tu vois, dès qu'on rentre dans la glace, on va ralentir. Là, ça doit être du 5/7e, là, normalement. Où?
là maintenant. Ah bon, on va voir ce que c'est. Ah oui, remarque, c'est là qu'on a été arrêté, nous, non? Ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais. Ce brise-glace, d'un coup de baguette magique, nous libère en une nuit de 30 jours de prison. Je suis soulagé, mais aussi je mesure la fragilité de notre aventure. C'est noir là. Quel bonheur de ressentir la mer vivante, la mer libre vers les rébus. On ne rattrapera pas le temps perdu, mais dans 3 jours, nous serons au pied du volcan pour commencer notre programme d'études. Mercredi 19 janvier. J'imagine Ross qui, avec son bateau à voile, a découvert cette barrière. Elle porte aujourd'hui son nom. Il l'a longée pendant 600 km sans savoir que cette plateforme de glace n'était en fait qu'un prolongement du gigantesque glacier qui recouvre l'Antarctique, épais de 3 km et grand comme l'Europe et les États-Unis réunis. On comprend mieux pourquoi on dit de l'Antarctique que c'est la réserve d'eau douce de la planète. Alors bien sûr, on dit que si un jour le climat se réchauffait, tout ça fondrait. C'est une belle hypothèse, mais je crois que avant que tout ça fonde, je crois que l'homme aura fait d'autres bêtises. Jeudi 20 janvier, enfin la rencontre avec les rébus. Le problème de l'autre côté, on le devine d'ici, c'est qu'il y a déjà... Ça souffle le petit oui dehors. Il y a de la mer. Ouais, je vois, mais à mon avis, à ce moment-là, si on trouve rien ici, il faut s'enfoncer carrément. Ouais. Carrément au fond là-bas. Ah, plusieurs milles carrément. Là, c'est un vrai port parce qu'on a cette digue de glace là qui nous arrête. Ça me paraît pas mal le secteur là. Hein. Parce qu'il y a plusieurs avantages ici, c'est qu'on est protégé du vent et on est très près de la montée en plus. C'est une chance d'avoir ça là. Hein. Bien, on fait ça. Allez. Hein, okay. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Yann? Tout doit aller très vite. Amener les 2 tonnes de matériel à la côte, car le vent peut se lever sans prévenir et casser en 1000 morceaux notre débarcadère de fortune. C'est la mésaventure qui est arrivée ici même, au Grand Shackleton, il y a 4 ans. On va débarquer les caisses, là il faut faire les rotations. Yann? Ouais, je suis là. Le deuxième amarrage est en place. Ok, on va le reprendre. Ok, celui-là. Ah, c'est bon là, c'est bon. C'est bon. C'est ça. Oui, ton sac rouge, disponible en toile. C'est un sac comme ça? Oui.
Là, c'est bon. Il y a la grosse, Yann, il y a les deux sacs blancs qui sont sur les motopompes de secours, il y a les casseroles. Nous voilà déjà séparés. Tout est allé si vite. L'équipage part travailler avec Dominique sur les eaux profondes. Yann m'a dit qu'il ne souhaitait pas trop s'éloigner en cas de pépin. J'ai le cœur gros de les voir partir. Ils vont nous manquer. Shackleton est venu ici pour aller au pôle Sud, bien sûr, mais il avait comme plan aussi de faire l'ascension de l'Érébus, d'aller reconnaître cette montagne qui fumait qu'avait découvert Ross. Et ils ont construit cette cabane. Ça fait 90 ans qu'elle est là, presque, elle n'a pas bougé, et on sent, quand on est dans ces murs, la présence de Shackleton, qui avait un charisme exceptionnel. Quand on connaît bien les régions qu'il a traversées, on se rend compte de l'intelligence, la puissance de cet homme et le pouvoir de décision qu'il avait. Aujourd'hui, d'être ici, c'est exactement comme être avec Mawson, David, Mackey, toute cette équipe qui est partie en 1908 pour gravir l'Érébus. Ils arrivaient avec un matériel qui nous paraît un peu vétuste à nous, mais ils avaient une chance par rapport à nous, c'est qu'ils ne savaient pas où ils allaient. Et par moments, je paierais ce qu'il faut, je ne sais pas comment on peut dire, mais pour revenir peut-être un siècle en arrière et d'arriver là en découvreur. Mais ça, c'est impossible. Et donc, je crois que ce qui est important, c'est de se mettre à ce rythme qu'ils avaient, à ce rythme qu'impose l'épaule, et d'être le plus authentique, surtout avec soi-même. Dimanche 23 janvier. Maintenant, toute l'expédition repose sur les motoneiges. J'espère qu'elles vont tenir le coup. Il va falloir beaucoup de navettes pour transporter tout ce matériel jusqu'au cratère. D'après la carte, ça fait à peu près 40 km avec des passages très raides. Où est le sac, enfant? Bordel de merde. La marque est à l'extérieur, Yeti. Faut la retourner. Il fait jamais comme je dis, c'est pas possible. C'est pas un trou de campeur, ça, hein? Chut. Par que dessous. Il n'est pas vide. Mardi 25 janvier, la progression est encore arrêtée. Au camp 2, la vie s'organise dans la tempête. La seule chose à faire est de consolider le camp. Le froid est vif, mais notre principal ennemi, c'est le blizzard. Il est harassant. On a l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais. Contre le vent, on ne peut rien. On se réchauffe un peu, hein.
peur que quelqu'un s'égare autour du camp. Perdu dans le blizzard, ses chances de survie sont minces. Vendredi 28, n'y tenant plus, Fanfan et Yeti sont montés près du sommet pour faire les premières observations. Ça va Yeti? Bonne trace, hein? Où se trouve l'ancien lac de lave? L'ancien lac de lave, il est sur la partie gauche. Là, Ouais, logiquement, il correspond aux fumées de gauche. Il y a deux panaches. Alors, ça peut être le lac avec des évents aux deux bouts. C'est fantastique parce qu'on ne sait même pas s'il y a encore un lac. D'après eux, le volcan a peut-être changé. En tout cas, il est toujours actif. On va au moins pouvoir étudier le panache. Samedi 29, camp 4, 3300 mètres d'altitude. L'info, hein, ben c'est moi, je vous remercie. Personne ne s'est encore plaint du mal des montagnes. Ouh là là. Cette lente progression a l'avantage de bien nous acclimater à l'altitude. Ouais, ça fait du bien. Hein. Bon, on a fait une belle journée. Aujourd'hui, l'homme s'interroge. Quelles sont les limites de la nature face aux agressions qu'elle subit? Sommes-nous en train de changer le climat de la Terre? Pour répondre à ces questions, il faut chercher les indices des climats du passé et s'acharner à connaître les réactions de la végétation, des océans, de l'atmosphère face aux pollutions du monde moderne. Nous sommes venus ici, au bout du monde, pour apporter une pierre à l'édifice. Ouais, la fesse que tu veux. Je peux plus la plier la jambe. Oui, mais moi je me demande si les chaussures de ski, c'est pas fait pour marcher. Enfin, Ben voilà. c'est pas du tout adapté à la marche. Je peux enfiler les autres. Mais là, tourne-toi un tout petit peu. T'as entendu cette nuit de glacier? Putain, oui. Hein. Il fait plus que les autres jours. Merci, docteur. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop pentu ici pour y aller avec les scooters. On est bloqué là-haut à 300 mètres. Là, on ne peut pas continuer, on ne peut pas monter les charges. Donc il faut faire un système de téléphérique et avec un scooter. On est des vrais fourmis de l'Érébus, hein. Pas à pas, on y arrive. Il reste encore, allez, encore 700 mètres à faire difficile et puis on y sera.
la corde ramasse. À mon avis, on doit perdre une puissance phénoménale quand le traîneau se plante. Chaque fois qu'il se plante, nous, comme on ne le voit pas, on tire comme des bœufs, la corde, elle patine, elle se prend dans un ergot, là, et allez. Et allez. Mais on essaye de faire monter Michel avec une charge, est-ce que ça donne? Ouais, on va faire ça. Parce que ça peut être craignos aussi, hein. Le dernier couloir est tout en glace et j'ai bien cru que nous allions terminer par des portages à dos d'homme. Heureusement que Michel, Eric et Jean-François sont là. Savoir que je peux compter sur eux, sur leur grande expérience de la montagne, me soulage. Ok Jean-Louis, là je suis arrivé en haut. Écoute, c'est super, on est content ici, bravo Eric, ça nous a soulagé un peu, maintenant il y a une moto là-haut, donc la voie est ouverte, c'est super. Ok, à tout à l'heure Jean-Louis. Tea time. Vous avez mis la moustiquaire. Tea time. T'as bien dormi? Hein? Mercredi 2 février. Nous avons établi le camp de base à 200 mètres sous le sommet, autour d'une cabane construite par des chercheurs américains. Tout le monde est un peu fatigué, mais content d'être là. Malheureusement, avec 3 semaines de retard, notre temps sur les rébus est compté. Ce matin, nous montons au cratère. Une petite heure de marche, et je vais enfin me pencher sur la bouche du diable. Pas de lac. Attends, je suis pas. Ah, peut-être là. Faut aller voir sur la tête pour qu'on domine ce lac. La partie qui est changée, c'est quoi alors? Là où était le lac, on voit des grandes fissures, ça fait comme des rimets de glacier. C'est-à-dire que le lac de lave, c'est la surface d'une énorme masse de magma qui peut descendre à 5, 6, 10, 15 km. Ouais.
Et récemment, ben, il y a eu probablement une fusion de la glace. Ça a fait s'effondrer de la glace dans le magma, ça a provoqué l'explosion phréatique. Ah ouais. Le niveau a baissé un petit peu. Mais si ça se trouve, le lac, il est juste un petit peu en dessous, quoi. Ben, quand on dit un lac de lave, c'est parce que la lave affleure en surface. Affleure en surface, mais elle affleure quelque part, ouais. Elle affleure quelque part, probablement recouverte par des blocs de cailloux et de la glace. Ah oui, ça c'est dangereux, ça. C'est très dangereux. Parce que si les cailloux retiennent la vapeur de la glace qui fond, ça fait une explosion. Tu vois quelque chose là? Oui, en réalité, tu vois, la surface du lac est figée. On voit des bouches noires sur le pourtour et on voit les rides concentriques à ces bouches qui correspondent à du magma qui est sorti, qui a débordé, qui s'est refroidi. La neige tient dessus, mais on voit encore la limite de ces rides. Oui, je vois des rides comme ça. Et si la neige tient dessus? C'est qu'il est froid. C'est qu'il est froid, oui. Mais il peut être froid il y a 3-4 jours. Hein. Ah bon? Ah, ça refroidit très vite dessus. Et ça veut dire qu'il peut de nouveau devenir liquide? On peut parfaitement voir la lave sortir par les trous, déborder par-dessus. Mais on entend très bien le dégazage. Au milieu du plancher, il y a ce trou qui a fait l'éruption phréatique, qui est calme, avec des petites fumées. Alors ça, on n'aime pas du tout. On aime bien un volcan qui se porte bien et qui souffle. Si le magma est encore en train de fondre la glace, on peut avoir une explosion de vapeur. Donc il y a encore un danger. De toute façon, il y a beaucoup de travail à faire sur la crête du volcan. Depuis qu'on est sur l'Érébus, Fanfan a changé. Jamais je ne l'ai senti aussi posé, attentif, précis. Il est heureux de nous faire partager cet Érébus qui le tient aux tripes. Il faut quoi? 20 de France? La neige qui est tout autour de l'Érébus, on a essayé de la forer pour retrouver les couches des éruptions volcaniques et pour dater la neige. Ça n'a pas marché. Ici, on a une falaise naturelle et dans cette falaise, on voit très bien des strates horizontales qui vont jusqu'en bas et qui correspondent à des lits de cendres. Tu vas voir le sac? Et là, je l'échantillonne du bas en haut. On va analyser les isotopes, c'est-à-dire qu'on va chercher dans la neige, par exemple, les déchets d'une bombe atomique, sachant à quelle époque elle a explosé, on saura quel âge elle a la neige. Et puis, à chacune de ces couches de cendres, on va l'étudier pour voir si on peut voir une évolution de l'activité du volcan. Attention, il y a de la neige qui tombe. Une partie va être fondue sur le bateau et transportée sous forme liquide, mais les autres, il faut qu'ils rentrent au laboratoire de glaciologie à Grenoble gelés. Donc on va les transporter dans les congélateurs du bateau, à la place de la nourriture qu'on a mangée en venant. Cette neige d'Antarctique, elle arrivera au laboratoire sous forme de neige. C'est important qu'on la garde gelée, parce que quand cette neige fond, les acides qui viennent du volcan transforment leur composition chimique. Jeudi 3 février. Ce matin, je suis monté seul au volcan. Au diable la science. J'avais besoin de l'entendre cracher, de le regarder tel qu'il est, de le vivre à l'état brut, sans chercher à le comprendre, simplement pour me nourrir de sa puissance.
Ouais, bientôt chaud. Bon, là, on est bon pour les soupes alors. Ah, j'avais pris un peu d'avance. Non, là, ça va. Une fois. Bonne journée. Merci, on arrive. Bonsoir. Bonsoir, Pas chaud. température extérieure, moins 30. Moins 32. Voilà, il fait de plus en plus froid. Ouais, c'est vrai. Moins 30, c'est la première fois. C'est la première fois hein, qu'on passe le moins 30. Hein. Combien en attente en moyenne? Maintenant, là, on a moins 13, moins 14. Dans l'attente? Dans l'attente. Au niveau de mon sac de couchage, j'ai un sac de glaçons. C'est dedans. Le deuxième, le sac à Ouais, l'extérieur. l'extérieur. C'est pareil. Eh bien, ici, il fait 12. Regardez, on est quand même à l'aise. Vous avez faim? Qu'est-ce qu'on a de bon à manger, Hélène? Curry riz poulet. Finalement, il y a que Jean-Louis qui n'a pas de gelure, quoi. Curry riz poulet. Ben, moi, je fais attention. Hachis parmentier. Je travaille moins, moi. Je Ça, m'expose moins. c'est Fanfan qui aimait bien hachis parmentier. Chacun s'est peu à peu débarrassé de ses artifices. Ici, l'âpreté de la vie donne du relief à l'essentiel. J'allais faire un tour des rangs. Non, mais ouais, oui. On vit sur une petite planète dans laquelle notre industrie est en train de perturber un certain nombre d'équilibres. Et puis cette planète, elle avait également, avant que l'homme apparaisse et fabrique ses usines, elle avait également des perturbations dues à sa vie propre. Et les volcans font partie de cette vie propre. On essaie de comprendre ce qui sort des volcans et quelle est l'influence de ce qui sort des volcans sur notre environnement. Comme le volcan fait un demi-cercle sur une partie du cratère, et le foyer se trouve à peu près par ici, et c'est la partie la plus verticale du volcan, cette partie-là. Donc on va tendre une corde le plus possible à l'aplomb du foyer, pour pouvoir, avec un téléphérique qui va se situer par là, amener la bouteille de gaz SF6 à l'aplomb du foyer et le descendre le plus près possible des gaz chauds pour que l'expérience soit le mieux réussie. Ok. Démarre là, ça y est. Ok. C'est qui fait ça? Vendredi 4, c'est la journée SF6. Le magma pulse dans un trou profond. La moindre explosion pourrait projeter des lambeaux de lave incandescente. Il n'est pas question de descendre dans ce trou de canon. Aussi, toutes les manipulations se feront du haut du cratère. Je suis surpris par la rusticité du matériel que Fanfan Yeti utilise pour la science. Mais les appareils qui fonctionnent sur un volcan, à 4000 mètres d'altitude, il faut les inventer soi-même. Allez Michel, c'est bon. On descend. Continue. On voit qu'elle est à quelques mètres de la plateforme, là, la corde, elle part. Après, elle est vraiment dans le panache. Cette journée était capitale pour le programme scientifique et ce soir, nos volcanologues sont heureux. Les échantillons qu'ils ont collectés vont permettre d'établir la nature et le débit des gaz qui s'échappent de l'Érébus. Ça peut paraître dérisoire de venir si loin, de mettre une si grosse expédition en route pour recueillir quelques échantillons. Mais c'est ainsi. L'aventure a toujours eu ses raisons. Comme les premiers explorateurs, nous sommes venus en découvreurs. Mais aujourd'hui, c'est l'échelle de l'exploration qui a changé. Ils ont trouvé une montagne qui fume. Nous, maintenant, nous essayons d'en comprendre la chimie. Et si on ne vient pas, effectivement, sur un volcan, même dans des conditions extrêmes comme on est aujourd'hui, eh bien on ne comprendra jamais rien au volcan.
il faut venir voir, il faut venir tester, il faut venir sentir, il faut venir regarder, il faut venir écouter les explosions pour un petit peu connaître ce phénomène naturel. Et puis ensuite, il y a tout un travail de laboratoire. Mais je crois que ça commence par là, sur le terrain. Le vrai boulot de recherche, c'est un travail de très longue haleine. Je pense qu'on ne répondra pas à toutes les questions, mais chaque mission, on avance un petit peu. Dans chaque échec des missions précédentes, il y a quelque chose que nous avons appris, et à chaque mission, on a apporté quelque chose de nouveau. Boulot. Communiquer. Eh oui. C'est un métier. Bah, surtout de l'écrire. Antarctica du camp 5, est-ce que tu me reçois? C'est Jean-Louis à toi. Oui, Jean-Louis, c'est également. Il y a une question que je voudrais évoquer avec toi, là, Yann, c'est bien sûr le délai qui nous reste ici. Il fait beau, donc on en profite, on travaille bien. Et je voudrais qu'on mette toutes les chances de notre côté pour la sortie de la mer de Ross. De là-haut, nous, on voit pas mal de glace sur la mer de Ross. Donc je crois que c'est important. Maintenant, on est à une date, si tu veux, où il faut commencer à compter les jours et faire bien les choses pour ne pas se faire coincer comme la dernière fois à l'entrée. À toi. On se concentre sur ça maintenant, à mettre le maximum de chance de l'autre côté. Ça, c'est sûr, on fonce là-dedans. Hein. Je n'aime pas l'idée de dire que l'Érébus est fait. J'aime bien l'idée de dire qu'il est là, qu'il est né. Et que je vais vivre avec maintenant. Je l'ai porté en rêve pendant 20 ans. Il m'a fallu 2 ans pour le préparer. Il a fallu 40 jours de mer pour arriver là. 10 jours d'ascension pour une petite semaine là-haut. J'ai eu peur à un moment donné de ne pas pouvoir y arriver. Je crois que la nature a des pouvoirs sur nous. Et j'ai eu le sentiment que la mer de Ross nous avait kidnappés, voulait nous garder là comme pour nous dire ça c'est inaccessible, quoi. C'est vrai que ça a un côté inaccessible, l'Antarctique. Comme toutes ces choses inaccessibles, ça appelle des passions, quoi, hein. Et j'ai le sentiment d'avoir suivi ce désir, pas à pas. Et c'est fait. Bien, hein? Oh, dis donc, ça a crié, hein. Ça va? Ça va et toi? Bien. Et bonjour. Salut Yann. Ça va? Ça va? Ouais. Super bien. Sinon, t'es pas. Ah Yann encore.
Ah, tu vois, je suis parfumé. C'est le seul qui sent bon aujourd'hui, j'ai remarqué. Voilà, c'est celle qui s'est lavée. Ah Louis, comment tu vas? Belle balade? Et nous, quand on avait un côté... Et finalement, c'est toute petite équipe. Là. Tu vas pas voir ton QSL du On a vu tout le monde. Le capitaine. Oui, le capitaine. Alors, c'est un vrai pilote des... C'est un vrai pilote des glaces qu'on a maintenant. Hein. Non. Ce matin, Dominique a pêché la friture de midi. Non. 5 poissons, énormes. On n'arrive pas à les rentrer dans le frigo. Des quoi? 5 poissons il a pris Dominique cette nuit. Des spécimens uniques. Des nototénias? Ouais, des nototénias. Les nototénias, c'est bon, c'est du poisson des glaces. Bon, ça fait du bien de retrouver la maison. Hein. Ah, dis donc, regarde la flottaison si c'est monté. Ah, il est bien haut le bateau. Ah, il est bien haut, hein? Bien. Ah, ouais. Il flotte. Ça fait plaisir de le revoir. On dit il faut sauver la planète. Ce n'est pas la planète qui est en danger, c'est l'homme. Et l'homme, il a intérêt à être très vigilant. Parce que s'il ne prend pas soin de sa planète, c'est lui qui va disparaître en premier. La Terre, elle continuera de tourner, comme elle tourne déjà depuis des milliards d'années.